Bonjour à tous. Hello everyone. Je suis vraiment très heureux de vous présenter cette première table ronde. Je remercie l'ensemble des organisateurs pour s'être adaptés, d'avoir su rester agile aussi pour cette table ronde et pour toutes celles qui suivront, qui seront d'intérêt majeur pour le bâtiment durable dans les années à venir. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'animer et de présenter au sein d'une table ronde avec trois personnes de renom, chacun dans leur secteur, qui vont donc pouvoir nous parler des nouveaux modèles économiques pour financer la ville du futur. Et donc, je remercie Ella Étienne Denoy, qui est CEO du cabinet de conseil Green Solus, qui nous parlera notamment des attentes, notamment des fonds de dette, je crois, vis-à-vis de toute la thématique de la ville du futur, de la ville de demain et des enjeux ESG. Monsieur Olivier Colonna d'Istria, qui est le président du directoire de la SOCFIM, l'une des banques majeures de l'immobilier, la banque majeure de l'immobilier en France, au sein du groupe BPCE, cette banque donc, et qui nous parlera là aussi de la stratégie de la SOCFIM et de leurs convictions sur l'immobilier de demain. Thank you to Radoslav Albrecht, qui est CEO de Bitbond, une entreprise extrêmement innovante qui est située en Allemagne et qui a une particularité unique quasiment sur le marché immobilier européen, qui est de proposer du crowdfunding immobilier basé sur une nouvelle technologie. Et on pourra à la fois écouter et puis voir les conséquences que pourrait avoir cette technologie sur le financement de la ville du futur, sur les nouveaux modèles économiques de l'immobilier, avec là aussi quelque chose de significatif pour Bitbond, c'est que les projets ont déjà lieu et nous ne sommes pas que dans la théorie avec l'ensemble de ces intervenants, nous sommes face à des acteurs qui font et qui agissent. J'ai donc le plaisir d'animer cette table ronde et merci à mes trois intervenants d'être dans cette table ronde. N'hésitez surtout pas à poser des questions sur le chat. On se fera le relais de toutes ces questions et on a besoin de vos questions pour animer. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas d'inspiration, moi j'en ai une centaine. Merci Ella, merci Radoslav, merci Olivier. On va donc commencer. Je vous dis peut-être deux mots, je serai extrêmement bref, sur l'investissement dans le renouvellement urbain. Chez Novaxia, le modèle économique de Novaxia, il est très simple. Il est là. Je l'ai schématisé. C'est bien sûr légèrement plus complexe, vous pouvez vous l'imaginer. Mais vous voyez une chose, c'est que nous ne sommes pas promoteurs immobiliers. Et c'est là mon seul point de ma présentation. Nous pouvons agir sur le financement de la ville du futur en prenant des engagements forts, en devenant entreprise à mission, ce qu'a fait Novaxia, la première entreprise à mission du secteur immobilier, sans être promoteur immobilier, en étant plutôt partenaire des promoteurs immobiliers, en étant une entreprise d'investissement. Et c'est ce qu'est Novaxia, qui est particulier et singulier sur le marché de l'immobilier en France. C'est plus visible sur les marchés anglo-saxons, mais c'est donc une activité de gestionnaire immobilier ou d'entreprise d'investissement pour compte de tiers. Pour le compte d'investisseurs, on le verra comme des investisseurs institutionnels ou des petits épargnants. Nous réunissons plus de 10 000 petits épargnants autour de fonds, les investisseurs, institutionnels ou particuliers, qui investissent via les fonds proposés par la société de gestion du groupe Novaxia, qui achètent des immeubles. Les banques sont là aussi dans l'écosystème et elles prêtent auprès de ces fonds pour l'achat de ces immeubles. C'est de manière très schématique, mais j'espère que vous avez vu qu'on peut donc avoir un nouveau modèle économique pour le financement de la ville du futur, qui est partenaire des promoteurs immobiliers, qui est gestionnaire immobilier, entreprise d'investissement pour compte de tiers. Et mon deuxième point, lié à ce modèle économique, est que Novaxia peut prendre des engagements sur le long terme grâce à ce modèle économique. Nous achetons des immeubles sans conditions suspensives ou des parcelles foncières vides, toujours déjà bâties, on n'est que dans le renouvellement urbain, et on va acheter sans conditions suspensives et on va travailler avec l'ensemble de nos partenaires, avec le territoire, avec les élus, pour imaginer un projet qui fasse sens pour le territoire, des fois sur 3, 4 ans. Pourquoi on a moins cette pression du temps?
parce que nous sommes une entreprise d'investissement et que nous réunissons donc des investisseurs. Le nouveau modèle économique, donc, on travaille en partenariat avec des copromoteurs, on fait de la copromotion, mais on agit dès la phase d'acquisition pour travailler avec les élus, avec les partenaires du territoire, pour faire des projets qui fassent sens. C'était mon grand point sur Novaxia. Je vous montrais donc un premier exemple de société d'investissement qui est différent de ce qu'on peut connaître dans la majeure partie des cas, en tout cas pour l'instant, sur le monde du secteur immobilier. Et donc Novaxia peut être un partenaire de tous les acteurs immobiliers. Je vais m'arrêter là et je serai surtout là pour animer. Et je donne la parole à Olivier Colonna d'Istria, président du directoire de la SOCFIM. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir dans cette table ronde et je suis sûr que ce sera extrêmement intéressant. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bon voilà, donc oui, moi je vais m'exprimer non pas comme opérateur immobilier, mais comme banquier investisseur, hein, et peut-être rappeler un petit principe qui peut être basique, mais j'aime bien commencer par des éléments qui nous ramènent aux origines. C'est que le principe d'une banque, hein, c'est de faire un projet et puis de se faire rembourser sa dette. Ça paraît simple, mais il faut quand même rappeler ces bons principes. Et pour que la banque soit confortable avec ça, il faut qu'elle considère que ce projet soit viable économiquement, puisque c'est ce qui va lui permettre d'être remboursé. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous appartenons au groupe BPCE, qui est un groupe qui est porteur d'un certain nombre de valeurs. BPCE, c'est les caisses d'épargne et les banques populaires. Et c'est aussi un projet qui doit avoir son utilité pour l'utilisateur final, que ce soit un ménage ou une entreprise, mais c'est aussi une utilité pour son environnement, on va dire, sociétal, sa place dans la ville, et puis une utilité, si c'est possible, sur le plan de l'environnement plus global et donc de ces valeurs d'environnement. Alors, peut-être ce que je voulais un petit peu, et c'est un peu le propos que je me propose d'avoir avec vous, c'est de faire un peu quelques observations de ce que nous, l'on voit dans ces évolutions depuis quelques années, et notamment la manière dont on s'y prend pour gérer un certain nombre d'injonctions contradictoires. Je vais y revenir. Et effectivement, l'expérience que nous avons avec Novaxia, et que je remercie de nous avoir proposé d'intervenir, quel type de réponse certains opérateurs novateurs apportent à ces injonctions contradictoires. Alors peut-être juste quelques mots de la SOCFIM, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas une banque connue, nous sommes une banque B2B, même si nous sommes leaders dans ce marché. Nous sommes une banque qui finançons les opérateurs immobiliers, les promoteurs, bien sûr, mais aussi les fonds d'investissement, les foncières. Nous avons donc toute une gamme d'activités que nous menons avec une équipe de 130 personnes. Donner quelques chiffres, donc nous finançons actuellement, hein, au 30 septembre, 2,5 millions de mètres carrés tertiaires. Alors tertiaire, on a là-dedans du bureau d'hôtel, la logistique, toutes sortes de choses qui concourent à l'activité économique. 61 000 logements qui sont en cours de financement, donc c'est un chiffre tout à fait significatif. Nous investissons en fonds propres dans les projets. On verra, on l'a fait avec le groupe Novaxia, une enveloppe d'environ 30 millions d'euros. Qui permettent de piloter 160 opérations. Et le chiffre d'affaires des opérations que nous finançons actuellement représente 24 milliards d'euros. Donc on voit que, évidemment, l'immobilier, c'est quelque chose qui est assez pondéreux, hein, et que les volumes sont tout à fait significatifs. Nous gérons environ 7,5 milliards de crédits à ces opérateurs, et tout ça est mené par une équipe de 130 collaborateurs. Nous couvrons l'essentiel du territoire. Alors évidemment, c'est très localisé sur les grandes métropoles. Hein. Ici, on voit bien les tâches correspondent aux principales métropoles. Il y a quelques zones blanches en France, malheureusement. Hein. L'évolution de la société le veut. Mais pour dire que nous pouvons accompagner, et grâce au maillage du groupe Caisse d'épargne Banque Populaire, nous avons partout des correspondants qui nous permettent de détecter et d'apprécier les marchés sur lesquels on nous propose de financer des projets. Quelques illustrations peut-être. Alors comme nous sommes à Strasbourg, on a voulu montrer 2-3 choses que l'on fait dans le secteur. Alors pour montrer aussi un peu la diversité de la logistique. On sait que les derniers mois ont montré à quel point il était important
de pouvoir avoir à proximité des grandes métropoles des grandes zones logistiques. Opération un peu emblématique pour les Strasbourgeois, il y en a peut-être qui se sont connectés. C'est une opération qui a consisté à restructurer un immeuble très ancien, très connu à Strasbourg, qui était, je crois, l'immeuble de la Fédération du bâtiment, un immeuble de bureau complètement désuet, pour en faire une résidence étudiante et un immeuble de logement. Donc c'est une manière, on va le voir, de transformer la ville et les bâtiments existants. Toujours dans l'Est, un centre commercial important à la frontière et plus récemment, une opération qui redéveloppe sur une friche industrielle une activité de logement sociaux, libres et quelques locaux commerciaux. Donc ça, c'est pour la partie de l'Est de la France et le clin d'œil à nos amis de Strasbourg. Puisqu'on parle d'environnement, on avait envie de montrer aussi qu'il se fait des choses et on a mis en exergue un petit peu le bois, puisque voilà, le bois qui était encore peut-être jusqu'à il y a quelques années une manière poétique d'apprécier la nouvelle manière de construire. Ce sont des réalités aujourd'hui. On peut faire des tours en bois, des tours de 150 mètres. On peut faire des immeubles de logement et donc nous finançons là quelques opérations avec par exemple le groupe Léum qui est un des spécialistes de la construction en bois, mais également avec le groupe REI qui vient justement d'être nommé au sein d'une association qui va fédérer l'industrie du bois, parce que construire en bois c'est bien, encore faut-il avoir un dispositif industriel en capacité de répondre à la demande des constructeurs. De la même manière, toujours en Île-de-France. Ceci pour montrer un peu la diversité des activités de SOCFIM et de son attachement à avoir des projets utiles au territoire, utiles aux utilisateurs et, si possible, utiles à la planète. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la manière dont on était dans ce milieu de la construction, de la promotion, du développement immobilier. La société était traversée par des injonctions contradictoires et qui rend la matière très compliquée et qui oblige les opérateurs à faire avoir des initiatives très, très innovantes, ou en tout cas des approches assez novatrices. Les injonctions contradictoires, c'est quoi? Moi, j'en vois à peu près trois importantes. Il y a le souhait sociétal et bien compréhensible de créer des smart cities. La smart city, c'est une ville qui associe au même endroit l'endroit où l'on vit, où l'on travaille, où l'on sort, où l'on se divertit, où on peut circuler avec des modes de circulation douce et qui utilisent l'ensemble des technologies qui sont vertueuses sur le plan de l'environnement. Et ça, effectivement, c'est une attente profonde de la société. Et en même temps, on se rend compte que cette Smart City, elle peut se développer que sur des opérations de grande ampleur pour pouvoir donner de la dynamique à tous ces grands projets. On ne peut pas le faire sur un immeuble de 45 logements, les quelques petits immeubles de logement que je vous ai montré là ont des tas de qualités, mais ne permettent pas en tout cas d'atteindre cet objectif de Smart City que la société appelle. Donc on a ce souhait, et en même temps, on voit bien que dès qu'un opérateur propose un nouveau quartier très transformant, il y a beaucoup de réticence de l'environnement à bouleverser quelque chose qui existe. Donc il y a un peu cette difficulté de se dire on veut vraiment que la ville change, se transforme, et en même temps ne touchez pas trop à notre environnement, ça fait partie aussi de nous-mêmes. Première injonction contradictoire dans laquelle il faut arriver à naviguer pour développer cette nouvelle ville. La deuxième chose, c'est, et il y a eu des textes récents qui ont insisté sur le sujet, c'est de ne plus artificialiser des sols, ce qui évidemment est quelque chose de nécessaire, puisqu'on sait que l'artificialisation des sols, d'une part, ça consomme soit des terres agricoles, dont on sait bien qu'elles sont particulièrement utiles si on veut avoir un peu de dépendance alimentaire, de produits de qualité, et par ailleurs, ça contribue au réchauffement de la planète, puisque des sols artificialisés, évidemment, ne captent pas la chaleur et la renvoient dans les villes. Donc, pas d'artificialisation des sols, et pourtant, la France est un pays en croissance démographique, a besoin d'étendre son parc immobilier,
Donc, comment fait-on? Il faut donc densifier, puisque si on ne peut pas consommer plus de sol, il faut donc densifier, partir en hauteur. Et là aussi, on est dans une injonction contradictoire. La densification, c'est quelque chose qui n'est pas toujours correctement perçu. D'abord, on a l'image de tours inhospitalières, ce qui n'est pas la réalité dans beaucoup d'autres endroits du monde. C'est en tout cas l'image qu'on en France. Et par ailleurs, les derniers épisodes de la crise sanitaire ont pu montrer que la densité ne faisait pas forcément bon ménage avec une sécurité sanitaire dont on voit les impératifs aujourd'hui. Deuxième injonction contradictoire, ne pas consommer d'espace, mais quand même continuer de construire beaucoup et en même temps pas trop densifier. Très compliqué. Enfin, troisième injonction un peu contradictoire, évidemment, tout le monde, la société est maintenant totalement convaincue qu'il faut impérativement accélérer sur les éléments de protection de la planète, et notamment tout ce qui peut concourir à réussir les objectifs de baisse de la consommation de CO2 et de la température. Tout ceci donc édicte des normes qui permettent d'aller dans ce sens-là, mais tout ceci en même temps a un coût aujourd'hui. Alors c'est un coût dont on peut se dire qu'il sera amorti dans le temps par soit des économies d'énergie et en tout cas une meilleure qualité de vie. Là aussi, l'injonction contradictoire, c'est je suis d'accord pour ça, mais mon pouvoir d'achat ne me permet pas d'adhérer ou en tout cas d'accéder à ces produits immobiliers qui sont vertueux sur le plan de l'environnement. Donc voilà, je voulais passer un petit peu de temps là-dessus pour dire que quand même ce développement immobilier des villes est traversé par ces éléments et tout ceci est évidemment relayé par les collectivités locales, les élus, qui sont les représentants de ceux qui ont cette double réflexion et qui aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de métropoles, repose fondamentalement la question du développement immobilier au sein des métropoles. Alors certains y répondent déjà, parce que c'est pas parce qu'il y a des injonctions contradictoires qu'il faut buter devant l'obstacle. On voit aujourd'hui, et ça fait maintenant quelques temps, et des gens comme Novaxia, on va y venir, ils travaillent depuis longtemps, essaient de gérer ce dispositif en retravaillant la ville sur la ville, puisqu'au fond, retravailler la ville sur la ville, ça permet de partir d'un existant, donc ne pas bouleverser, je dirais, un environnement existant. Ça permet évidemment de reconsommer du foncier qui est déjà bâti, donc de ne pas artificialiser des sols. Ça permet de plus en plus, c'est plus récent, peut-être de réutiliser des matériaux pour éviter de créer des déchets. On sait que le bâtiment, non seulement est très consommateur d'énergie, mais en plus génère beaucoup de déchets. Et donc, autour de ces idées-là, on a des opérateurs qui, de plus en plus, sont en capacité de transformer les immeubles, de réutiliser les matériaux dont ils étaient faits. Et donc, tout ceci contribue évidemment à créer ces éléments de ville nouvelle qui peuvent répondre, au moins partiellement, à ces injonctions contradictoires. Alors, ça, c'est un peu la marque de fabrique de Novaxia, et nous sommes assez attachés à cette approche et qui, comme je disais, apporte une utilité au consommateur final et également à l'environnement. Et Novaxia a pu démontrer qu'elle pouvait en faire des projets viables dans lesquels nous-mêmes avons investi. Donc, si je reviens quelques instants sur le partenariat que nous avons depuis quelques années mené avec Socfim, c'est quand même un partenariat qui date de 2013, donc c'est déjà très novateur. Novaxia était vraiment le premier à avoir cette idée de la transformation de la ville en reconstruisant la ville sur la ville. Ça nous a donné l'occasion de financer une trentaine de dossiers, plus de 140 millions d'euros de crédit. Et nous avons pour ça adhéré à 2 fonds d'investissement qui sont gérés par Novaxia et dont la vocation est d'acquérir des actifs obsolètes et de les retransformer en un produit qu'un développeur immobilier pourra apporter au marché et donc à la ville sur laquelle il se situe.
Voilà alors quelques exemples de ce que nous avons pu faire récemment avec Novaxia qui sont bien illustratifs de ce que l'on disait tout à l'heure. Une opération qui a été gagnée dans le cadre du concours de Réinventer Paris. Donc Réinventer Paris, c'est un peu la première expression de ce qu'on veut faire de la Smart City. Donc c'est une auberge de jeunesse qui, je crois, de tête vient d'être livrée dans le 20e arrondissement à partir d'un bâtiment tout à fait inadapté. Donc une auberge de jeunesse qui correspond au nouveau mode de vie d'une certaine génération. Une grosse opération d'immobilier de logement et de résidence étudiante toujours dans un secteur qui était un secteur de bureaux. On partait d'un vieil immeuble de bureaux à Bagneux. Bagneux, c'est une des têtes de ligne du Grand Paris Express, des nouvelles lignes de métro qui viennent desservir le sud de Paris. Et donc d'un endroit qui était un endroit tertiaire, un petit peu désuet, Novaxia, associé avec Cogedim d'ailleurs, il développe une opération de grande qualité immobilière. Enfin, le dernier élément tout récent que l'on peut citer, qui est une opération très importante d'un immeuble de bureau qui est situé à Nanterre, qui était, je crois, une ancienne préfecture ou conseil général, et dont Novaxia a pris le parti de ne pas le démolir, et à partir de quelque chose qui avait une architecture et une fonctionnalité tout à fait inadaptée, est en train d'en faire un immeuble répondant aux meilleurs standards d'environnement et d'utilisation pour les opérateurs. Voilà, donc c'était un peu rapidement les quelques convictions que je voulais partager en tant que banquier. Encore une fois, je ne suis pas producteur, je suis l'accompagnateur des producteurs. On voit les producteurs devoir se conformer aux injonctions contradictoires dans lesquelles ils doivent jouer. Vous savez qu'un opérateur immobilier, il est contraint par une réglementation, un environnement administratif et politique qui a un projet pour la ville, et par ailleurs un modèle économique qui doit lui permettre de mener un projet rentable. Sinon, quelqu'un comme moi, par exemple banquier ou investisseur, ne l'accompagnons pas. Donc, des opérateurs y arrivent, et Novaxia n'est pas le seul, il est juste parti en avance, donc il a cette longueur d'avance. Et je crois que c'est autour de ces idées-là que les nouveaux modèles de développement de la ville vont pouvoir répondre aux besoins croissants en quantité et en qualité et en mode d'usage différencié qu'expriment aujourd'hui les utilisateurs finaux que sont les ménages. Voilà, j'ai sans doute été un petit peu long, mais je voulais donner ces quelques éléments à mettre au débat pour cette tour de table ronde. Merci beaucoup. J'ai noté beaucoup de choses. Je pense qu'on reviendra notamment sur ces injonctions contradictoires qui se posent aux banquiers et donc par voie de conséquence d'ailleurs sur l'ensemble des acteurs de la chaîne immobilière. Merci beaucoup, c'était très bien pensé par vous parce qu'on le sait, les banques, c'est aussi l'un des premiers acteurs qui peut initier votre regard, initier aussi les modèles de financement du futur. Alors, justement, sur les modèles de financement du futur, d'autres acteurs viennent en complément, cherchent à venir en synergie, des acteurs banquiers via le crowdfunding. Et dans cette thématique du crowdfunding immobilier qui connaît une très forte croissance à l'échelle mondiale et plus particulièrement à l'échelle occidentale et européenne, se trouvent des acteurs comme Bitbond qui se singularisent eux-mêmes dans un environnement singulier avec une nouvelle technologie, avec une nouvelle proposition de valeur et une promesse sous-jacente qui est de dire qu'on va pouvoir passer d'une échelle artisanale à une échelle d'industrialisation du crowdfunding qui va devenir beaucoup plus intéressant. Et dans ce cadre-là, j'ai le plaisir et l'honneur de accueillir et de laisser intervenir Radoslav Albrecht, qui est CEO de Bitbond et qui est donc une entreprise qui fonctionne, qui a un business plan et qui livre des financements pour des actions immobilières. Radoslav, thank you. You can share your screen and begin. Thank you. Thank you very much, Vincent. It's a pleasure to be here and very happy to be talking a bit about Bitbond and what we do and how that can add value in alternative financing situations. At Bitbond, we are a company that deals with the so-called tokenization and digital asset custody technology. And in about the next 5 minutes, I'm going to show what that actually means and what advantages this could bring.
The underlying challenge that we're trying to solve is that the settlement of assets is relatively slow and inefficient. To issue a new security, a new financing instrument usually takes several weeks. Then in a secondary market, if you want to transfer security from one owner to another owner, this can also be relatively complex and take even sometimes several weeks. And for participants of such transactions, this gets relatively expensive. And especially institutional investors, banks need to put up capital for the counterparty risk that is involved in the settlement. And therefore, this is a challenge worth solving. And the best way to solve that, in our view, is to digitize the proof of ownership in securities. And we always like to compare that with actually email. When you are sending regular paper-based letters, you probably don't do that so often anymore today. In business communication, probably over 99% of the communication happens via email. And the reason for that is that when you send an email compared to a physical letter, you remove a lot of intermediaries, everything goes much faster and at a much lower cost. Now, when you look at the way securities are being settled today, then you will see that the underlying settlement process still pretends as if there was a paper certificate somewhere down in the value chain. And the process is therefore so slow, as I explained in the previous slide. Now, the good thing is you can tokenize that. Blockchain technology and distributed ledger technology is kind of the underlying technology that powers this digitization. And when securities and other financial instruments exist in the form of a token, then you can transfer them across the globe at nearly zero cost and at super high speed. So again, this is why the comparison to email is quite helpful in this context. Now, the reasons why banks and financial intermediaries and even larger issuers and asset managers are dealing with that is because there's three core advantages. First of all, of course, the settlement is much more efficient, as I just described. But as a result from that, you have a great cost reduction because you save costs in the admin, back office, middle office side of the settlement processes, which means that the lower cost can be beneficial both to the arrangers, to the banks, but also to the investors into these instruments. Plus, of course, investors know that faster settlement based on tokenization exists, and they kind of expect the banks and the asset issuers to be delivering these technologies because they want to take advantage of that. And so if you don't do that as an investor over the next couple of years, then you won't be able to retain your customers. So customer retention is one other important aspect. Now, the whole tokenization wave, as I sometimes like to call it, is driven by regulatory initiatives. In Germany, last year, we as Bitbond have been the first company to receive regulatory approval from the German financial regulator BaFin to release a completely dematerialized security. We released the so-called BB1 Bitbond token, which is a bond. From an economic perspective, it's just a regular bond. However, the proof of ownership is completely dematerialized and only happens through a digital token. This has sparked quite some interesting developments. The German government recently released the so-called Electronic Securities Act, enabling banks and issuers to release all kinds of tokenized securities. And on the European level, there's also a lot of activity. The markets and crypto assets regulation has been released as a draft, and the so-called pilot regime, which will harmonize these developments across the European Union, which I believe is a great development because that will mean that across Europe we will have the same framework for digital securities. Now, where does Bitbond come in this market? At Bitbond, we are a technology provider on a software as a service basis to banks, to asset managers, to institutional investors, to issuers in three different modules. The first module is the digital asset custody module. This allows regulated custodians to provide custody for digital assets. Because typically investors will not want to safe keep these assets on their own. They will want to work with banks or with the custodians that they already work together with.
And we enable these banks and custodians to provide the custody services with the help of our technology. So we're not a custodian ourselves, but we deliver technology so that banks can provide that. Then the second module is asset tokenization. This helps banks to issue digital securities, and including all of the lifecycle management from investor onboarding over order book keeping and issuing the tokens up until post-trade activities such as NAV reporting or tax reporting. And then the third component is what we call on-chain payments, because if you digitize an asset such as a security and you don't have a payment method that is equally efficient, then you only gain so much from that. But if you have a digital euro, a digital dollar on the same protocol, on the same technology, then you can create something that is called an instant delivery versus payment mechanism. So one party delivers the security, the other party delivers the payment, and all of this can happen within the blink of a second. And therefore, it's an instant settlement process, which was far more efficient compared to the conventional way. At Bitbound, we already serve several customers with these technologies. Standard Chartered, DZ Bank are some of the largest banks that we're working together with, but there's also smaller players, and they're using our technology already in production today. And to give you just two examples of partners and clients of ours that already have this live. One is Bankhaus Vonderheit, a bank which is based here in Germany that is doing securitization, something that's also very important in the whole ESG and sustainable finance space, because you often have to package assets so that they become investable to institutional investors. And so Bankhaus Vonderheit is using all of the three modules that I just presented in order to speed up the securitization from several weeks down to just a few days. And one other example from the real estate space, which, as we have heard from the previous speaker, is also a highly relevant sector, is a company called ClickOwn. ClickOwn enables retail and institutional investors to invest into real estate. However, you don't have to buy the entire property. You can buy a fraction of the property because it's tokenized. So you can buy even small units as small as 10 euros. And this is something that would normally not be possible, where you normally would need to buy fund shares or you would need to buy the entire property. And in this case, there's a highly efficient method to get exposure to the real estate sector. So this is in summary what we do. We are a technology provider, and we provide regulated technologies to banks, intermediaries, asset managers, and we do that from Berlin, Germany. However, we also have clients outside of Germany, of course, and very happy to be part of this panel and to be discussing these topics more. Merci beaucoup. Thank you very much. On l'a vu, Bitbound est un acteur qui a déjà un modèle économique, qui est déjà opérationnel et qui est assez nouveau dans le paysage immobilier, du financement immobilier à l'échelle européenne, quasiment à l'échelle mondiale. Et c'est déjà un modèle économique qui a été approuvé, Radovslav l'a indiqué, par la BaFin, donc l'équivalent de l'AMF côté allemand. Et donc voilà des modèles qui émergent et qui sont en croissance, cette fois à l'échelle européenne. Et j'ai une troisième personne pour intervenir avec la CEO de GreenSolus, qui accompagne des acteurs immobiliers notamment, de financement immobilier, là aussi sur l'intégration de critères ESG, de stratégie. Et je vais laisser donc Hélène Étienne Denoy parler. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Vincent, Étienne Denoy, GreenSolus, ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien et je vais essayer de voir pour partager au mieux mon écran qui n'a pas l'air de s'afficher. Est-ce que là, ça fonctionne? Pas encore. Ah, c'est bon, je le vois. Ok, parfait.
Alors, je vais tâcher de faire le lien également avec les présentations précédentes. Alors, juste en introduction, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sommes-nous chez Green Solus? On est un acteur du conseil et de l'accompagnement dédié au fait de faciliter et d'accélérer le virage vers un modèle plus durable sur le plan environnemental, plus inclusif sur le plan sociétal et plus résilient dans la capacité des acteurs privés et publics à absorber les chocs. On voit aujourd'hui la crise, on est tous en train de vivre aujourd'hui la crise sanitaire, mais on pense également aux crises climatiques. Et nous avons un terrain de jeu privilégié qui est l'immobilier et l'urbain. Et parmi les hubs d'expertise que nous mobilisons au service de nos clients, ils sont au nombre de 4. L'advisory, le learning sur le volet pédagogique, le contenu sur le partage de bonnes pratiques, la communication, l'engagement. Nous avons un hub d'expertise dédié à la finance durable. On appelle également ce champ de la finance responsable, où vous avez peut-être entendu parler de la finance verte, spécifiquement pour les actifs réels dont font partie les actifs immobiliers. Et je voudrais vous proposer avec mon intervention de remonter la chaîne de financement pour arriver en amont de cette chaîne avec l'exemple des fonds de dette immobilière qui peut être considéré comme un nouveau modèle de financement de la ville durable de demain, dans cette dynamique de financer des opérations qui sont utiles d'un point de vue économique, utiles pour la société, utiles pour l'environnement, pour reprendre le triptyque proposé par Monsieur Colonna, et qui s'intègre pleinement dans cette dynamique ESG. Alors, peut-être aussi pour ceux qui ne situeraient pas exactement ce qu'est un fonds de dette immobilière, quand on parle de dette, l'equity n'est jamais loin. Et ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que ce qu'on entend par des fonds de dette immobilière, c'est des fonds communs de titrisation qui rassemble des créances cédées par des banques arrangeuses, des banques qui peuvent être par exemple la Socfim ou d'autres banques du groupe BPCE, pour rebondir sur la première intervention, qui elles-mêmes vont octroyer un crédit pour l'opération immobilière développée dans le cadre d'un véhicule qui lui-même est détenu en equity par des sponsors, et très concrètement, ça peut être un ou plusieurs promoteurs immobiliers. Donc, d'un côté, vous avez le FCT, le Fonds commun de titrisation, fonds de dette, avec les investisseurs et cette dynamique de cession de créances. Et de l'autre côté, un octroi de crédit par la banque arrangeuse pour financer l'opération immobilière. Alors, pourquoi s'intéresser aux fonds de dette immobilière? Ce qui est intéressant, c'est que les fonds de dette immobilière, jusqu'à récemment, constituaient vraiment un marché de niche, et la dette privée est devenue plus récemment un segment qui pèse de plus en plus sur le marché. Il suffit de regarder la progression en termes de création de fonds de dette. On comptait en 2018 37 fonds de dette immobilière contre seulement 10 véhicules du même type en 2012 en Europe. C'est un marché qui est en croissance, dont la valeur est actuellement estimée à environ 1100 milliards d'euros selon une étude de Natixis publiée en 2019. Et on constate un intérêt fort en matière de performance des fonds de dette immobilière depuis 2015, comparé par exemple aux obligations en société foncière cotée. Et ça, c'est une tendance qui mérite d'être soulignée, parce qu'elle présente plusieurs avantages pour les banques arrangeuses qui sortent de leur bilan
sortent de leur bilan les crédits, et pour les investisseurs qui peuvent réussir à avoir des revenus stables issus de titres à long terme, avoir un profil risque-rendement attrayant, des opportunités de diversification de portefeuilles plus importantes. Et puis pour les investisseurs institutionnels, avec au titre des règles de Solvency II notamment, qui sont applicables au ratio de fonds propres, un traitement favorable spécifiquement par rapport à ce dispositif. Alors ce qui est intéressant, c'est que les fonds de dette immobilière s'intéressent de plus en plus à la dynamique ESG. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ESG? C'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont ou seraient à prendre en compte dans le cadre du processus d'investissement qui démarre par le fonds commun de titrisation et qu'on retrouve en aval sur le terrain au niveau des opérations immobilières. Et le lien entre dette et ESG a notamment été exploré par la recherche universitaire, et je vous invite, si le sujet vous intéresse, à consulter notamment une étude de Berlin Hupp qui montre que la durabilité peut vraiment être un moteur de surperformance grâce à une meilleure gestion des risques par rapport à ce sujet de la dette immobilière. Et aujourd'hui, les fonds de dette immobilière s'intéressent à la question ESG parce que la demande des investisseurs, donc ceux qui sont directement ciblés par les fonds communs de titrisation, requièrent la prise en compte de ces critères. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, et je suis bien placée pour le savoir, pour avoir accompagné des fonds de dette sur la prise en compte plus fortement des critères ESG. Et on parle de véhicules qui sont des petits véhicules de 800-900 millions d'euros. Donc avec ce type de véhicule, on peut financer un certain nombre d'opérations conséquentes de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés en aval sur le terrain. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que si les fonds de dette en amont, si les fonds de dette immobilière s'intéressent aux critères ESG suite à la demande des investisseurs, c'est d'une certaine façon une prescription de la prise en compte plus forte du volet environnemental, du volet social, du volet gouvernance, directement au niveau de la dynamique financière, par rapport à ce que les opérations immobilières sur le terrain devront prendre en compte. Donc, on est parfaitement en ligne, en phase avec ce que M. Colonna décrivait plus tôt, et le métier de Novaxia de construire la ville sur la ville. Et puis, les études sont là pour le confirmer. Si on regarde les résultats du GRESB entre 2015 et 2018 et les derniers chiffres de prise en compte des sujets ESG, à fin 2019, 4 fonds de dette sur 9 des plus importants acteurs de la dette immobilière en France ont recours à un système de rating ESG global, et 2 sur 9 ont recours à un outil d'évaluation ESG à l'échelle de l'actif immobilier. Et c'est pas par souci uniquement de protection de la planète, c'est par souci business et parce que les investisseurs derrière sont en demande par rapport à ce sujet-là. Alors très concrètement, comment est-ce que les fonds de dette immobilière incluent-ils l'ESG une fois qu'on a posé la définition de ce que c'est qu'un fonds de dette immobilière et cette prise et ces premiers éléments par rapport à cette prise en compte ESG. Alors je voudrais vous citer l'exemple de BNP Paribas Asset Management, qui détaille dans un rapport Sustainability in Private Debt Investing un certain nombre de guidelines qui sont intéressants à noter, puisque ça témoigne aussi de cette évolution et de l'intérêt de l'ESG au niveau des fonds de dette immobilière. D'abord, le fait que l'évaluation du sponsor du projet est pris en compte. Alors, si vous vous souvenez, dans la définition que j'indiquais en introduction,
discussion, on avait d'un côté les investisseurs côté dette, côté fonds communs de titrisation, et puis de l'autre, au niveau de l'equity, les promoteurs en copromotion qui sont les sponsors de l'opération immobilière. Et ça c'est un point important parce que dans la dynamique, le FCT est quand même relativement éloigné du sponsor, mais il y a un vrai travail d'évaluation du sponsor. L'élaboration d'un score ESG, c'est ce que j'indiquais précédemment. Le fait aussi d'avoir à l'esprit qu'il y a l'introduction d'une possibilité de veto si les projets financés vont au contraire de la politique de trajectoire de 2 degrés annoncée par BNP Paribas Asset Management. Et ça c'est quand même un point important, contraignant que pose BNP Asset Management. La mise en place de covenants. Alors les covenants, c'est des conventions qui détaillent un certain nombre de modalités au niveau de l'octroi de crédit. Et puis le fait qu'il y a un engagement en termes de suivi de l'évaluation ESG par les équipes de dette immobilière et le centre d'expertise développement durable de BNP Asset Management. Alors, je pense qu'il est aussi important d'avoir à l'esprit un certain nombre de contraintes du fait du positionnement du métier du fonds de dette immobilière dans la chaîne de financement, vu qu'on est très en amont par rapport à l'aval. Le premier enjeu et le premier challenge, c'est la disponibilité de l'information ESG au moment du financement. Et les fonds de dette immobilière que j'ai eu l'occasion d'accompagner avec mon équipe chez Greensolus, notamment dans le cadre de fonds Value Add, c'est que l'évaluation du projet se fonde sur des objectifs et non pas des résultats. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que ça se traduit? En fait, l'évaluation du projet va se faire sur la base de la programmation, de ce qui est prévu par les équipes immobilières en amont, en vue de la livraison. Donc un certain nombre de documents amont. Ensuite, comme on se situe très en amont de la chaîne, le fonds de dette immobilière est relativement éloigné de la donnée terrain. Et ça, c'est vrai que c'est un point délicat, puisque pour contrôler le fait que les opérations de terrain soient en phase avec ce qui est prescrit en amont, ce qui est indiqué comme critère ESG en amont, ça complexifie les choses, il peut y avoir différents intermédiaires entre le véhicule et ce qui se passe en aval. Donc là, deux défis que les fonds de dette ont à relever. Alors, par rapport à ces deux défis, il est possible de faire remonter l'information opérationnelle selon le sourcing des opportunités. Et qui dit finance responsable pour les actifs immobiliers dit s'assurer que quand on est dans un financement durable, responsable, selon des critères ESG, que sur le terrain, on se retrouve effectivement avec les résultats attendus. Et c'est toute la difficulté et tout le challenge ici. Ça peut passer par une coopération avec les banques intermédiaires pour assurer la remontée de la donnée. Et cette coopération, elle serait essentielle. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'est pas institutionnalisée. Et là, il y aurait un travail à faire au niveau, un travail de place à réaliser pour que cette coopération soit renforcée. Quand je dis banque intermédiaire, c'est les banques arrangeuses, celles qui cèdent les créances, notamment aux véhicules FCT. Et puis, on a deux situations différentes qui permettent de pallier cela. D'abord, avoir un sourcing internalisé qui facilite la généralisation de l'évaluation ESG dans les process, c'est-à-dire qu'au niveau même du véhicule, le sourcing puisse se faire sans nécessairement passer par un ensemble d'intermédiaires, et puis travailler peut-être plus directement avec les équipes côté equity avant la mise en place d'une analyse dédiée sur la dette. Donc finalement, rapprocher le financement amont
que représente le fonds de dette immobilière avec l'opération immobilière en aval. Alors, les priorités des… Peut-être Oui, juste là, oui. si vous voulez bien, de manière à ce qu'on puisse laisser un petit peu de temps aux questions-réponses. Et puis, Alors, j'ai 2 slides qui me… Rex, voilà, juste oui, si on peut sur une aucun minute, problème. en fait, J'ai deux dernières slides et je vais m'arrêter là juste par rapport aux éléments de présentation parce que je sais qu'après on va passer sur la suite. Juste au niveau des évaluations ESG, deux composantes clés sont à prendre en compte. D'une part, l'évaluation de l'emprunteur sponsor au niveau de l'opération immobilière. Et là, il est possible d'évaluer au travers de dispositifs internes, de questionnaires, les éventuels risques de réputation et évaluer la politique ESG de l'acteur. J'ai parlé également des covenants. On peut citer l'exemple des covenants verts pour allier la performance environnementale à la performance financière. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec notamment une jugulation au niveau du taux d'intérêt. Et puis l'évaluation au niveau des actifs va venir en se renforçant avec l'arrivée de la taxonomie européenne qui précisera notamment ce qu'est une créance verte versus une créance non verte. Et puis sans oublier le rôle que jouent les labels et les certifications devenus des standards de marché qui constituent la première donnée fiable et comparable de benchmark pour les fonds de dette immobilière et le premier élément de référence par rapport aux opérations immobilières de terrain. Et à ce titre, je vous invite à consulter notre baromètre de la certification environnementale qui publie annuellement les chiffres du green building en France et en Europe. C'est Green Solus qui sort les chiffres. Voilà, au niveau des pratiques actuelles d'évaluation ESG, cette slide servait uniquement à montrer un certain nombre de points côté emprunteur et côté actif. Et on voit qu'avec un fonctionnement aussi de checklist bien pensé par rapport aux critères ESG, et le GRESB vient le confirmer, les acteurs sont dans une dynamique de regarder plus précisément ce qui se fait en aval. Voilà pour moi, merci. Merci beaucoup. Je pense que Olivier Colonna va avoir des remarques sur cette présentation qui abordait en effet de manière très pertinente les fonds de dette ESG. Je crois qu'on a plein de questions. Alors, je vous propose de prendre une grappe de questions. Ronan, à vous. Et puis ensuite, on pourra y répondre. Oui, merci à tous effectivement pour ces différentes interventions. Alors c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu frustrant puisqu'on est dans un timing assez serré, mais voilà, sachez que de toute façon les discussions se poursuivent. Et donc sur la partie questions, c'est donc Philippe qui vient de nous rejoindre, qui va vous donner en fait ces questions en grappe. Et puis après, charge à vous Vincent de les redispatcher et de peut-être d'animer en fait autour de ces questions les interventions soit d'Ella, soit d'Olivier et de Radoslav également, qui vient de nous rejoindre. Parfait. Philippe, c'est à toi si tu veux bien. Donc on a eu Philippe Jaglin du pôle Fibre Énergie Vie. On a eu beaucoup de questions sur le chat. On les a regroupées sur 3 thèmes. Le premier thème, c'est sur la blockchain. Est-ce que cette technologie qui est en train de se développer à large échelle, pensez-vous que c'est l'avenir, que l'avenir de l'investissement immobilier va reposer sur cette technologie? Est-ce que ce sera plutôt sur une blockchain publique ou une blockchain privée? Ensuite, on a des questions, deuxième, c'est pas mal de questions sur les élus qui valident des projets immobiliers. Seront-ils davantage attentifs aux impacts extra-immobiliers des modes de construction à l'avenir? Et d'autres questions sur la Banque de France qui réalise actuellement des stress tests climatiques auprès des banques et des assurances. Pensez-vous que cela va avoir une conséquence sur les activités en immobilier? Voilà les 3 thèmes, les 3 sujets qui apparaissent le plus souvent. Merci. Alors, j'ai l'impression que ces 3 questions sont en plus bien réparties. Je propose à Olivier Colonna-Distria de répondre à la question sur la Banque de France et les stress tests climatiques et éventuellement, bien sûr, de réagir à ce que vous venez d'entendre. On ne vous entend pas. On ne vous entend plus, par contre, Monsieur Colonna-Distria. Peut-être que le micro est… Voilà, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Merci pour ces questions. Je vais évidemment tenter d'y répondre et puis je vais peut-être juste revenir quelques instants sur l'intervention précédente pour dire qu'effectivement, c'est très important ce rôle qu'ont les fonds de dette auprès des financeurs.
On a aujourd'hui une problématique qui est d'enrichir les protocoles de certification. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, et je crois que c'est tout à fait important. Moi, je voulais peut-être illustrer quelque chose que chez BPCE, nous avons mis en œuvre pour essayer de montrer comment on pouvait qualifier et rendre plus attractifs les financements qui offrent et qui évaluent la performance des projets que nous finançons. Et nous ne sommes pas les seuls à le faire, bien sûr. C'est un dispositif de prêt à impact, ESG, qui consiste à dire à un opérateur, et comme vous l'avez signalé tout à l'heure, la performance, on ne le sait que à la fin du projet. Au début, on a juste une maquette et un plan financier. L'idée, c'est quoi? C'est que nous concentrons le financement à un opérateur sur un projet. On se met d'accord sur un certain nombre de critères ESG qui doivent être réunis avec des indicateurs de certification, d'où l'importance d'avoir des labels facilement quantifiables et incontestables. Et à l'issue du projet, si ces indicateurs ont été dépassés, il y a une ristourne, on va dire, le terme est un peu trivial, sur les coûts financiers que nous avons facturés aux clients. Et cette ristourne, elle est partagée en deux. Une moitié va au client, qui a été vertueux en réunissant l'ensemble des indicateurs qui étaient nécessaires, et l'autre moitié va à une association ou à une cause qui justement sert l'indicateur ESG. Alors il peut être sociétal, environnemental, d'inclusion, qui a été choisi par l'opérateur et par la banque. Donc voilà pour donner une illustration de l'impact que peuvent avoir ces dispositifs. C'était donc pour faire un peu le raccord avec l'intervention précédente. Sur le sujet de la Banque de France, les stress tests, oui, ils vont avoir lieu. Je pense que, et là aussi ça a été évoqué rapidement, on est tout à fait convaincus, ça n'est pas encore le cas aujourd'hui, on est tout à fait convaincus que demain, nous les banques, vous savez, l'argent que l'on prête aux opérateurs, on l'emprunte sur les marchés à des investisseurs. Ces investisseurs, ils vont, quoi qu'il arrive, avoir des exigences environnementales. Et donc, si les projets que nous finançons donnent ces critères, nous aurons une plus grande facilité à lever les fonds pour refinancer ces opérations. Et ça donne des volumes. Ce dont nous sommes convaincus, c'est que ça aura deux autres effets. Un effet de coût, c'est que demain, il y aura un premium sur ces opérations, donc c'est-à-dire que les ressources que nous obtiendrons des investisseurs pour financer ces affaires seront mieux rémunérées. Et deuxièmement, on s'attend probablement à ce que le régulateur, on parlait de la Banque de France, mais c'est la BCE en l'occurrence, vienne pondérer nos risques et nos encours, et on sait que pour les banques, c'est tout à fait important, de la qualité ESG de ce que nous financerons. Donc, évidemment, ce sujet-là, les stress tests, c'est très important pour permettre le bon accompagnement à terme des opérations que nous devons financer. Ça donnera des ressources plus économiques qui donc permettront de financer dans de meilleures conditions les projets. Et par ailleurs, ça nous permettra à nous, les banques, de financer plus de projets puisque nous consommerons moins de fonds propres si effectivement la qualité ESG des projets que nous finançons est reconnue. Je dis 30 secondes un mot et après je me tais sur les élus puisque c'est un sujet sur lequel on a évidemment, alors moins que les opérateurs immobiliers directement, mais on voit effectivement que les élus et c'est bien légitime, ont un poids tout à fait important dans la décision des projets qu'ils autorisent sur leur territoire et donc ont un regard de plus en plus important sur la qualité du projet, c'était déjà le cas, mais aussi des matériaux utilisés, des matériaux biosourcés, des matériaux venant de secteurs de proximité des carrières qui ne sont pas à l'autre bout de France, mais plutôt dans la région. Donc tout ceci est de plus en plus pris en compte avec son corollaire qui est évidemment un lot de contraintes additionnelles qui s'accumulent pour les opérateurs, des contraintes opérationnelles et des contraintes de coût. Et ça nous ramène à ce que je disais en début de séquence. Ces sujets-là ont un coût global qu'aujourd'hui, il faut être capable d'absorber pour les rendre absorbables par l'utilisateur final. Voilà, j'espère avoir répondu à ces quelques questions. Merci beaucoup. Nous avions une deuxième question tout droit dirigée, je pense, à Radoslav sur la blockchain et le secteur immobilier. Et puis une deuxième question, une sous-question presque, sur blockchain public ou privé. Quel est votre sentiment justement sur le secteur immobilier au regard de cette technologie? Well,
So first of all, at Bitbond, we assume, and many banks actually agree with us on this view, that medium to long term, pretty much all assets will be tokenized. And this is not just true for financial assets such as equities or bonds or loans, but this is also true for real assets. And real estate, of course, being probably the largest vertical, is definitely at the forefront of this development already today. But ultimately, everything that has value will be represented by a token. If I want to transfer the ownership of a car, today I have a paper-based certificate that can happen through a token. If I want to buy a fraction of a piece of art, today I can't really do that. I need to buy the entire unit, the painting, the sculpture, whatever it is. In the future, I will be able to buy through a token a fraction of that piece of art and participate in the development of its value. And so in real estate, these developments are already kicking in today. At Bitbond, we are involved in several real estate related projects where investors are able to invest and participate in the value development of properties through tokens. Now, on the more technical side, does this happen on public permissionless blockchains, which are accessible to everybody through the internet, or will that rather happen on so-called private permissioned blockchains, which are controlled by a relatively small number of organizations, companies, and banks? Of course, this is an open question that is very hard to answer today. At Bitbond, we rather believe that public and permissionless blockchains will become the more dominant layer of technology for tokenization. And the reason for that is if you look at the history of the internet, in the early days, there were companies like CompuServe or AOL that were trying to create gated and closed shop types of the internet, but they never reached the scale that the open internet that we see today has reached on the TCP/IP protocol stack, because you have a lot more innovation and you have a lot more access, you have a lot more developers, you have a lot more companies innovating on top of these technologies. So if I had to make a call, I would say it's more likely that we will see most of the tokenization happen on public and permissionless blockchains. But ultimately, the market will decide that, and over the next 5 to 10 years, we will know much more in which direction this development goes. Merci beaucoup. C'est en effet un sujet qui devrait être abordé, je pense, lors des prochaines éditions de Build & Connect. Nous n'en sommes qu'au début. Une troisième question, cette fois, que j'aimerais adresser à Ella, sur les élus, sur la prise de conscience. Vous avez parlé des investisseurs type fonds de dette, et sur le terrain avec les élus, est-ce que vous, dans le cadre de vos missions, notamment des entretiens que vous pouvez mener, vous ressentez la même prise de conscience? Alors merci Vincent pour la question des élus, parce que ils représentent en effet une partie prenante clé dès qu'on parle d'immobilier et de ville, et aussi bien sous ma casquette de CEO de Green Solus, mais également sous une autre casquette que j'ai la chance d'avoir, qui est celle d'administratrice et de vice-présidente Smart City de la SBA, la Smart Building Alliance pour les Smart Cities. J'ai été élue en avril dernier pour un mandat de 3 ans. Mon pilier porte justement sur la Smart City et tout le dialogue avec les collectivités et les territoires. Et l'enjeu qu'on a, et j'ai beaucoup apprécié la définition proposée par Monsieur Colonna de la Smart City, parce qu'on entend, il y a beaucoup d'imaginaire et de mystification derrière la dimension de Smart City. Nous, notre conviction à la SBA, et la conviction que je porte dans l'écosystème immobilier et urbain, c'est celle d'une alliance du smart et du green au niveau des projets immobiliers et de la ville de demain, où le smart sert, où la transition numérique sert la transition environnementale et les nouvelles attentes en matière sociétale des usagers. Et ça, c'est un point qui n'est pas encore pleinement cerné par les collectivités et les élus. Et donc, on a un gros travail de pédagogie et de culture qui mêle à la fois culture digitale et culture environnementale pour faire passer le message que le numérique a un intérêt direct pour la transition environnementale. Et aujourd'hui, ces deux sujets sont traités en silo
par les collectivités. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'on a, on a un peu de chemin à faire parce que ce qui se cache derrière aussi tous nos sujets, notamment quand on pousse la question du numérique au niveau immobilier, au niveau de la ville, sous l'angle des services, parce que ce qui va nous intéresser, c'est quand même la valeur ajoutée, servicielle, c'est la question de la data. Et aujourd'hui, quand vous regardez au niveau des collectivités, des chief data officers, qui d'ailleurs pourraient être les interlocuteurs de Radoslav, qui seraient les interlocuteurs qu'on aurait sur des programmes immobiliers, des programmes de quartier où on aurait une vraie alliance du smart au service du green, n'existe pas encore pleinement. Aujourd'hui, on en est encore à une logique un peu DSI, plus, vous voyez, sur cette question de la data. Or, on a la question de la gouvernance de la donnée, on a la question des services à l'échelle bâtiment, à l'échelle quartier, à l'échelle territoire. Et donc, l'enjeu que moi je vois aujourd'hui, c'est de passer de la prise de conscience à de l'acculturation active pour ensuite enclencher l'action. Parce que derrière les projets immobiliers, les projets de quartier, les projets urbains de demain, il y a avant tout un projet politique. Et j'avais notamment eu l'occasion de produire un papier pour la revue de l'ENA sur cette question-là, autour de la ville hybride et bas carbone, et que les collectivités puissent s'emparer de ce sujet. Et voilà ce que j'aurais à dire par rapport aux élus. Donc un gros travail de pédagogie et de passer les messages sur le fait qu'on n'est pas sur des sujets silotés, et que la ville de demain, c'est une ville qui est à la fois smart et green, et où le smart est au service du green et le green capitalise sur le smart. Merci beaucoup à tous. Il me semble qu'il y a encore plein de questions qui sont arrivées. Je pense que toutes les personnes présentes dans cette table ronde pourront y répondre si vous cherchez à leur poser des questions, à engager des partenariats notamment. Je propose donc de nous adresser encore une question. Est-ce que vous pourriez, chers organisateurs, nous poser encore au moins une question du chat? Mais on ne vous entend pas en tout cas. Non, pour l'instant, on avait résumé un petit peu toutes les questions sur ces trois thématiques-là, hein, principalement. C'est pour ça que je n'ai pas d'autres questions sur d'autres thèmes pour l'instant. Vincent, si je peux me permettre, à moins qu'il y ait d'autres questions, je voulais juste porter l'attention sur un sujet, vu qu'on parlait de finances responsables et de data, pour faire une toute petite annonce, si tu me le permets. Allez-y. Après, moi, on m'a vendu qu'il y avait encore des questions. Je suis sûr qu'il y a encore des questions. Mais dans ce cas-là, je garde ça pour la fin. Les questions en priorité. Peut-être, et là, si vous voulez bien, comme on a les Rex effectivement à suivre, et donc on a 10 minutes par Rex là qui vont suivre, pour rester vraiment dans le planning, parce que sinon après, en fait, à midi 10, on est coupé, donc ce serait dommage que les personnes, on va basculer sur les autres salles sur lesquelles il y a la suite des interventions. Donc, de manière à respecter ça. Merci en tout cas beaucoup à tous. Sachez que de toute façon, ces échanges-là, ils peuvent se poursuivre, et que ce soit par l'intermédiaire des rendez-vous B2B aujourd'hui ou demain, ou dans les suites du colloque, voilà, ces sujets-là sont des sujets qui sont des sujets complexes, intéressants, sur lesquels il y aurait encore beaucoup à dire. Donc, on va essayer effectivement de poursuivre ces échanges-là, mais juste pour rester dans le planning de notre session, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque la partie retour d'expérience. Donc, on va commencer par un premier retour d'expérience qui est celui de Monsieur Joël Duisan, donc, qui est CEO de Biband, et qui va nous parler donc des éco-résidences H2O. Donc, si vous voulez bien, Monsieur Duisan, c'est à vous, donc pour 10 minutes. Hein, et puis donc on va enchaîner les 3 retours d'expérience comme ça jusqu'à midi 10. En tout cas, merci encore une fois beaucoup à l'ensemble de nos intervenants pour cette table ronde, à Vincent pour ta modération de qualité, et puis voilà, j'espère que les uns et les autres, en fait, vous ne nous en voudrez pas du fait de couper à ce stade-là, on va dire entre guillemets, ces échanges. Un mot, et là, je sais que vous avez un grand projet, notamment d'études au niveau européen, sur l'immobilier. Ça dure 10 secondes. Sur la prise en compte de l'ESG. Je sais que vous recherchez des partenaires, notamment sur cette thématique. Ça risque d'être une étude extrêmement intéressante. Et je voulais aussi adresser un mot au pôle Fibre Énergie Vie, car derrière toute cette organisation assez incroyable, où on peut parler en anglais et puis se faire répondre en français, il y a toute une organisation derrière qui permet ça. Et je sais aussi l'organisation de thématiques et de réunions de qualité. Et donc, je salue le pôle Fibre Énergie Vie. Et j'invite l'ensemble des personnes qui ont pu assister
à cette table ronde, à y regarder de plus près, car ce genre de discussion de très haute qualité, je sais qu'elles sont tenues assez régulièrement, assez fréquemment au niveau européen et plus particulièrement au sein du pôle Fibre Énergie Vie. Donc voilà, merci à tous. Et là, pour une étude, je crois qu'on pourra vous contacter. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Vincent. Et puis, donc, et là, comme vous réintervenez juste après Monsieur Duisan, vous pourrez peut-être dire le mot sur l'étude. Oui, très rapidement. Oui, très rapidement. Ça marche. Au revoir. Très bien. Écoutez, merci encore à tous. Et merci, Vincent, pour la modération et pour ton message de clôture concernant le pôle.